Bonjour à tous, on va commencer cette conférence sur comment faire de la mixité sociale au sein d'un habitat participatif. Et nous sommes trois à participer à cette conférence, à intervenir. Donc voilà, on va commencer peut-être par présenter Sabine. Sabine, présente-toi. Donc je suis Sabine Sofiane, je suis responsable de programme au sein d'Axanis. Et donc Axanis est une coopérative immobilière HLM depuis 1952. On fait partie du groupe Aquitanis, qui est l'OPH de Bordeaux Métropole. Et on travaille sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, depuis La Rochelle. On a des opérations à Étré notamment, jusque dans le sud-ouest, dans l'extrême sud-ouest même, puisqu'on va jusqu'au Pays Basque, et en passant par Pau. Mais notre principal lieu d'intervention, ça reste la métropole bordelaise. Et donc on fait de l'accession sociale donc uniquement à la vente, et on fait tout type d'accession sociale, comme on va pouvoir en discuter pendant cet atelier. Voilà, merci. Et donc Ingrid Davot et Guillemette de Monteil. Donc nous on est accompagnatrices. On représente le groupement du coup Acatrio. Moi je suis basée à Bordeaux et on travaille avec notamment Axanis et d'autres maîtres d'ouvrage en fait sur toute la Nouvelle-Aquitaine, en fait de La Rochelle à Bayonne, en passant par Bordeaux et les banlieues de Bordeaux. Donc on a plusieurs projets avec Axanis, qui est un acteur important de l'habitat participatif dans l'Ouest, tout simplement. Et je vais peut-être te laisser dire un mot, Ingrid. Donc Ingrid Davot, je suis basée moi à La Rochelle. Donc voilà, on est toutes les deux sur deux territoires, parce que la Nouvelle-Aquitaine, vous savez, est une très grande région. Et donc, ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille ensemble sur la plupart de nos projets et avec des acteurs de la promotion coopérative en général, comme Axanis, mais aussi on travaille bientôt avec le COL. Et voilà, on se trouvait intéressant aujourd'hui de montrer des exemples de projets qu'on va vous présenter. On va partir de 2 exemples pour vous expliquer un petit peu comment peut se mettre en œuvre la mixité sociale au sein d'un projet à différentes échelles. Et avant de démarrer, on voulait vous poser la question, à savoir qui est habitant dans la salle, futur ou actuel habitant. Par main levée. Ouais. 4, 6, 8, une quinzaine, je dirais. Ok, merci. Qui est plutôt professionnel de l'immobilier ? Enfin, côté maîtrise d'ouvrage. Côté maîtrise d'ouvrage, oui. Côté maîtrise d'ouvrage. Une petite dizaine. Ok. Côté maîtrise d'ouvrage, oui, professionnel. Ouais. Ok. Qui est maître d'œuvre ? Ok. 3. Et accompagnateur ? 4. 5. Ok, super. J'ai oublié personne qui n'est pas dans ces catégories. Qui est curieux. Alors, peut-être voilà. En institution publique ou oui. Non. Comment ? Collectivité, bienvenue, super. D'accord. Et pour les habitants qui ont levé la main, vous êtes plus des habitants en autopromotion ou des habitants intéressés à intégrer un projet justement avec un maître d'ouvrage professionnel, donc en autopromotion. Voilà. Okay. Et donc les autres, c'est plus pour intégrer un projet. Ok, super, c'est un peu partagé. Merci beaucoup. On va commencer, donc on vous a fait un petit ordre du jour. On va commencer par l'explication en fait du BRS, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et peut-être tu pourras aussi parler du PSLA vu qu'on va en parler. Et ensuite, on va vous parler de 2 projets qu'on a. On a choisi ces 2 projets parce qu'on trouve qu'ils se complètent dans les informations. Il y a l'exemple des avisés à Talence, qui est un projet qui a commencé en 2017. Où vous verrez, on est sur un projet en fait où on est juste sur de l'accession. Mais il y a eu toute une évolution sur le projet qui était intéressante à vous montrer. Et donc, il y a de la mixité sociale à l'intérieur de ce projet. Et un autre exemple qui est plus récent, mais qui est bien plus ambitieux au niveau de la mixité sociale dans
dans sa composition. Donc on va faire vraiment par 2 étapes. Et après, l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange de questions avec vous. Voilà, même si vous voulez exposer différentes problématiques que vous avez au niveau du BRS, au niveau de la mixité sociale. Donc on va essayer d'être assez concise et puis de laisser du temps pour le temps d'échange. Donc on va effectivement parler du BRS, mais avant de parler du BRS, on va parler du système de l'accession sociale pour ceux qui ne le maîtrisent pas. Donc la particularité de l'accession sociale, c'est que vous avez 2 plafonds qui s'appliquent. Un plafond de ressources pour le ménage, et donc lui, il va se calculer, on va dire, les impôts N-2 de l'acquéreur, et on va regarder s'il dépasse ou non les plafonds en cours. S'il ne dépasse pas, il est exigible au PSLA ou au BRS, et s'il dépasse, il faudra lui trouver... S'il ne dépasse pas trop, il faudra lui trouver un autre système d'accession. Et donc, le PSLA, qu'est-ce que c'est ? C'est la première, on va dire, c'est la plus classique modèle d'accession, celle qui était utilisée jusqu'à maintenant. Donc, le principe, c'est que vous allez acquérir un logement, mais vous avez une durée de test, on va dire, de location, pendant une durée de 2 ans maximale. Vous allez pouvoir tester le logement, voir s'il vous convient, s'il ne vous convient pas, et soit l'acheter au bout des 2 ans ou même au bout d'1 an, si ça vous convient, soit quitter le logement et vous l'aurez au moins essayé. Donc ça, c'est le principe du PSLA. Le BRS, c'est un autre système. Vous avez certainement dû en entendre parler du BRS parce qu'il est très à la mode en ce moment. Tout le monde le décrit comme la solution miracle à l'accession à la propriété. Alors oui et non. Donc le principe fondamental, on va dire, est simple. L'idée, c'est de dissocier le foncier du bâti. Donc, pour résumer, au lieu que ce soit vous qui achetez le bâti, ce sera un organisme extérieur qui sera l'OFS, donc l'organisme de foncier solidaire. Je dis quoi ? Le bâti ? Non, c'est le foncier. Pardon. Ouais, non, mais il y en a qui suivent, c'est bien. Donc, l'organisme de foncier solidaire va acheter le foncier. Et donc, comme vous achetez uniquement le bâti, ça va vous réduire le coût. En contrepartie, puisque vous payez votre logement moins cher, il va y avoir une redevance qui est à vie. Nous, sur la métropole, elle est entre 1,15 et 1,20 € du mètre carré Cheb, donc surface habitable. Ça représente, pour vous donner une idée, pour un T2 de 45 mètres carrés, donc avec une chambre, on a à peu près pour 50 € par mois. Pour un T3, donc 2 chambres, on est à 80 €. Et pour un T4, à 95 €. Donc, ça a l'avantage pour les ménages qui sont trop justes au niveau du prêt immobilier, par exemple, au niveau de la banque, d'acquérir le logement. Parce qu'il y a un calcul autre qui se fait. Dans les faits, ça ne change pas grand-chose. On peut se dire non, on n'est pas propriétaire de son foncier, c'est pas possible et tout ça. Ça ne change rien. Dans un bâtiment collectif, vous ne savez pas où est le foncier, vous ne l'utilisez pas. Il est commun à tous les copropriétaires, que vous l'ayez, que vous ne l'ayez pas, c'est la même chose. Et dans une maison, si jamais vous avez une maison individuelle en BRS, parce que ça se fait, eh bien, vous avez accès à votre jardin, vous avez tout l'usage de votre jardin, qui est votre foncier, et en fait, il va falloir effectivement demander des autorisations à l'OFS pour des gros travaux. Admettons, vous voulez creuser une piscine, donc en plus de tout ce qui est dépôt de permis de construire, etc., qui seront en lien, il faudra demander l'autorisation à l'OFS. Si vous voulez mettre un cabanon de jardin, sur principe, il faut demander une autorisation. Jamais l'OFS ne vous refusera quelque chose qui vient bonifier le logement. On vient vous interdire de mettre un bunker, par exemple, enfin, des choses qui seraient improbables ou qui viendraient dégrader, ou vous nous dites non, je vais creuser les fondations, c'est pas possible. Mais tout l'OFS est là pour valoriser aussi et vous accompagner dans la valorisation de ce logement. Et la dernière chose qu'il faut savoir sur le BRS, c'est qu'il a l'avantage de rester social toute sa vie, toute la durée de vie du logement. C'est-à-dire qu'il doit être occupé en résidence principale, il n'a pas de possibilité d'être loué, et la personne qui a profité des prix bas lorsqu'elle a acquis son logement, parce que les prix, nous, sur Bordeaux Métropole, ils sont entre 30% et 50% moins chers que le marché libre, donc ce qui est quand même une baisse significative. Quand elle va revendre son logement, il faut qu'il reste dans le domaine social, il faut que la personne suivante profite aussi de ces avantages-là. C'est-à-dire que, d'abord, il faut qu'il réponde au plafond de ressources, cette personne qui va acquérir le logement, que ce soit vos héritiers ou n'importe qui à qui vous vendez le logement, et le logement devra être vendu au prix acheté, auquel on va ajouter toute la revalorisation grâce aux indices de la construction, donc ça c'est à peu près 3% par an en global, et toutes les bonifications et les améliorations qui ont été apportées à ce logement vont être prises en compte, selon les conditions de l'OFS évidemment. Voilà globalement comment fonctionne le BRS et ce que c'est aujourd'hui.
Peut-être que s'il y a une question sur le BRS, vu que c'est assez technique, on peut la prendre maintenant et ensuite on va dérouler les projets. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, il y a une question, Elodie. Alors, ça, l'indice, aujourd'hui, on ne sait pas comment il évolue. Par contre, c'est l'indice de revalorisation des loyers. Alors, nous, en tout cas, dans notre OFS, on utilise l'IRL. L'indice de revalorisation des loyers qui avance beaucoup plus lentement que l'indice de la construction. Et en fait, la redevance, en vrai, elle est dégressive au fur et à mesure des années. Ça dépend aussi de la politique de l'OFS. Mais comme dans la redevance, globalement, pour la calculer, il y a le remboursement du foncier, parce que l'OFS qui va acheter le foncier va faire un prêt, donc il va rembourser au fur et à mesure, et il va y avoir les charges de structure de l'OFS. Donc les charges de structure sont une donnée fixe, par contre le remboursement du prêt va diminuer d'année en année. Donc techniquement, si l'OFS fait des calculs corrects, sachant que ce n'est pas un organisme à but lucratif, oui c'est ça, c'est un but non lucratif, la redevance devrait baisser au fil des années. Donc même si l'IRL augmente, le montant de la redevance devrait être stabilisé. Alors aucun, c'est pour tout le territoire? Alors, ça dépend des territoires. Par exemple, à Paris, où les fonciers sont extrêmement chers, ils sont à 2,50 €. À Rennes, je sais qu'il y a une politique de la métropole, s'il y a quelqu'un qui est sur place qui peut m'en parler aussi, il me semble que la redevance est plafonnée, enfin, elle est prise en charge par quelqu'un, et du coup elle est à 0,15 à peu près. Enfin, ça dépend des politiques de chaque ville, de l'investissement aussi des collectivités sur le calcul de la redevance. Nous, à Bordeaux Métropole, on est plafonné en fonction des territoires, autour de 1,15 à 1,20. On avait deux questions, donc la dame qui est là, et voilà, allez-y. Concernant les OFS, ils sont organisés comment? Est-ce que c'est national, régional? C'est quel territoire? Alors, l'OFS, tout le monde peut être... Enfin, nous, Axanis, nous sommes OFS. On est une coopérative, mais on est OFS. Pour être OFS, il faut poser un agrément. Et en fait, il faut démontrer que vous avez la capacité de porter les fonciers, de contracter les prêts qui vont avec, et que vous avez un promoteur ne peut techniquement pas être OFS. Une métropole, une collectivité peut être OFS. Un groupement de bailleurs peut être OFS. Le COL et Domo France ont créé un OFS. Nous, on a créé Co-au-Sol, l'OFS de Bordeaux Métropole. Dedans, il y a Aquitanis, il y a Mesolia et il y a nous. Il y a Domo France qui vient de rentrer. Donc, en fait, plusieurs organismes peuvent créer des OFS. L'EPF peut aussi avoir son OFS. Enfin, voilà, il y a plusieurs... Oui. Alors, qui donne l'agrément? Je suis en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir en tant que je vous parlais. C'est un agrément étatique, je dirais. Ouais, c'est l'État. C'est le préfet de région. C'est ça. Merci. On avait une question de madame. C'était très basique. Est-ce que vous pouvez développer les acronymes BRS, PSLA? Alors, pardon, PSLA, Prêt social location accession. Donc c'est le dispositif c'est basé sur un prêt aidé de l'État, c'est pour ça que ça s'appelle un prêt social. Location accession, parce que vous avez 2 ans de location pour après acquérir, une période de location avant d'acquérir le logement. BRS, bail réel solidaire. Le bail parce que vous êtes locataire entre gros guillemets du foncier, réel parce que vous avez des droits réels sur le logement, donc ça c'est très juridique, et solidaire parce que c'est le principe de la solidarité. Et l'OFS, c'est... l'organisme de foncier solidaire, donc qui va acquérir le foncier. Et pour compléter, le PSLA est un peu en voie de disparition au profit du BRS, qui est un dispositif qui permet vraiment d'être, on va dire, anti-spéculatif sur la durée de vie du logement. On avait une question, monsieur, et après on va commencer les... Commencer à construire et... Oh, excuse-moi. Si on est un groupe de propriétaires qui vont acheter un terrain et qui déjà construit dessus, et organisé en SCI, est-ce qu'on peut, je sais pas, profiter de ces trucs là, des OFS? Alors, en fait, le principe de l'OFS et du BRS, c'est que on a un opérateur qui va contracter avec l'OFS. Qui c'est l'opérateur? L'opérateur, c'est le promoteur ou la SCI ou peu importe. Le promoteur, c'est nous, puisque... Oui, non, mais attends, laissez-moi finir, il y a une suite.
Donc, il va contracter avec un OFS. Il va signer un ensemble de BRS opérateurs, etc. C'est un peu technique, mais l'OFS va lui donner le droit de construire et de vendre les logements. L'OFS, il peut être... L'OFS... Oui, mais il peut être dans une région, dans la ville. Oui, des OFS, il y en a partout. Vous allez en trouver partout. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, on va... Ouais. En tout cas, c'est vrai que la SCI, le montage SCI et BRS ne fonctionne pas. On est dans un modèle plutôt d'accession individuelle, accession sociale individuelle. En SCI, vous êtes dans un dispositif d'accession collective. Parce qu'on pensait changer en coopérative. Alors, en tout cas, si c'est déjà construit, c'est très difficile pour l'OFS d'acquérir des choses déjà construites. Il y a la vente de l'ancien, mais ça, c'est complètement un autre sujet qui est pas, que moi, je maîtrise pas du tout. Mais une fois que c'est construit, en fait, l'OFS est censé intervenir avant le début de la construction. Techniquement. Il y a un deuxième bâtiment à construire. Après, c'est du cas par cas. Oui, on va peut-être en parler à la fin. On va continuer là. C'est vrai qu'on voulait faire une conférence sur la mixité, mais introduire le BRS. Mais il ne faudrait pas que ça se termine par une conférence sur le BRS. Donc, on va vous parler du projet des avisés. Donc, les avisés qui est un projet de 13 logements, mais à la base, il y en avait 12. On va vous expliquer comment ça a évolué, qui est basé en fait à Talence. À Talence, donc, qui est en toute proche banlieue, vraiment limitrophe de Bordeaux, qui est une ville qui est très recherchée. Donc, ce projet a donc débuté en fait par une volonté de la commune, de la ville en fait, qui a sollicité Axanis pour monter un habitat participatif en fait, et donc avait fléché un foncier. Donc ça a commencé avec une vraie volonté communale, une élue en fait qui venait du Danemark et donc du Grand Nord comme elle disait, où en fait ces projets d'habitat participatif, d'habitat groupé faisaient partie de son enfance, et du coup elle voulait un petit peu apporter ça dans sa ville. Donc ça a été le début du travail. Vous voyez, ça a commencé en 2017. Donc c'est un projet qui date et qui va être livré du coup là à l'automne sous peu, mais il y a eu pas mal de péripéties. Pour ce qui est du projet en tant que tel, en fait, au départ, on est parti vraiment avec l'idée donc de faire du PSLA. Donc le PSLA, comme Sabine vous l'a expliqué, c'est une accession sociale à la propriété où on commence par du locatif et ensuite on va sur de l'accession à la propriété. Mais au fur et à mesure, en fait, de l'accompagnement qui a suivi, parce que sur ce projet, on a vraiment démarré d'une feuille blanche. On n'est pas du tout démarré avec un projet construit, on a démarré d'une feuille blanche avec une première réunion publique, avec appel à personnes intéressées. Les architectes n'étaient pas encore choisis. Donc c'est vraiment un projet qui a débuté vraiment totalement d'une feuille blanche. Et donc avec la volonté vraiment de faire une mixité sociale, de l'intergénérationnel, etc. Donc il y avait des volontés assez fortes sur ce sujet-là. Et les gens en fait qui sont arrivés aux ateliers en fait ont commencé à former un groupe, se réunir autour des valeurs. Donc ça c'est tout l'accompagnement qu'on fait avec Ingrid. On a commencé les ateliers et puis petit à petit en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient en fait au-dessus des plafonds PSLA, sauf qu'ils étaient déjà intégrés dans le projet. Ils faisaient partie intégrante de la volonté de vivre ensemble, de la volonté de faire un projet qui avait du sens. Et du coup, Axanis, là, tu peux expliquer peut-être. Quand vous dépassez les plafonds PSLA, soit vous sortez du projet, ce qui est vraiment dommage quand on en arrive à ce stade. Sinon, il y a la possibilité de le vendre en VFA. Donc, la VFA, c'est de la vente sur plan, vente en état futur d'achèvement, pour les acronymes. Et c'est le même principe. Enfin, c'est le même principe. Vous achetez de la pleine propriété, mais vous avez des appels de fonds au fur et à mesure de l'avancement du chantier. C'est là où on dit, comme quand vous achetez votre maison à un constructeur ou quoi, c'est le même principe. Et donc, vous avez une TVA à 20% sur la VFA, contrairement au PSLA et au BRS, qui ont une TVA à 5,5%. Donc, c'est la principale différence. Mais en tout cas, dans la façon de conduire nos ateliers, donc on en était vraiment à la constitution du groupe, à toutes les valeurs. Ensuite, on a continué avec la programmation. Ensuite, il y a eu les étapes de la co-conception. Il y a eu une étape très importante qui nous a été permise, c'était le choix de l'architecte avec le groupe. Donc ça a été assez intéressant de donner aussi cette participation en fait au groupe. Et tout du long, en fait, si vous voulez, dans la façon de conduire les ateliers, on fait aucune différence entre ceux qui pourraient être en libre, ceux qui pourraient être en PSLA. Finalement, en fait, ça ne vient même pas sur le sujet. Ce qui vient sur le sujet, c'est comment on va habiter,
comment on va vivre ensemble, comment on va décider ensemble. Et c'est pas du tout quelque chose finalement, mais vraiment pas du tout qui vient sur la table et qui est pas du tout une préoccupation en fait. Et puis l'engagement en fait n'est pas du tout dû à un certain niveau social. Donc ça c'est complètement à décorréler en fait de la démarche participative. On peut avoir peu de revenus et être super engagé, et inversement avoir beaucoup de revenus et être super engagé aussi. Parce que c'est dans les deux sens. Quelquefois, on peut penser aussi que ceux qui ont beaucoup de revenus pourraient ne pas être engagés, mais bien au contraire. Donc là-dessus, sur le déroulé des ateliers, on ne fait pas de différence. On continue en fait les animations. Donc voilà, donc co-conception. On arrive. Oui, bon, on va peut-être rapidement vous présenter le projet. Donc c'est un projet qui s'intègre en fait au niveau de petites maisons, peut-être. C'est vraiment un bâti collectif intermédiaire, hein, comme on appelle, où on a des espaces partagés. Et en fait, derrière, il y a des vignes. Hein, on est à Bordeaux. Il y a des vignes qui sont le château Aubryon pour ceux qui sont connaisseurs et qui adorent le pessac léonien. Voilà, c'est un super bon cru. Donc avec les habitats participatifs, les espaces partagés qui se retrouvent au centre. Et des typologies totalement variées. Donc ça, c'était assez important, du T2 au T5, pour avoir vraiment, voilà, ou des familles ou des personnes seules. C'était assez important. Une petite particularité sur ce projet d'ailleurs, c'est qu'on a des familles, on a deux familles où il y a la famille avec maman et enfant et la maman qui est là dans deux appartements, dans deux appartements distincts. Mais on en a deux en fait, c'est assez rigolo, de personnes qui vraiment se connaissaient pas du tout à la base, et donc deux familles avec aussi leur maman qui ont un logement sur le même projet. Donc ça c'était assez, ça c'est pour la petite anecdote sociale, on aime bien ce genre de petites anecdotes. Et du coup, ce que j'allais dire, oui, donc co-conception avec les architectes, donc tout ça, ça a été vu, le jardin, espace partagé, buanderie, chambre d'amis, salle commune, etc. Tout marchait super bien, est venu le temps de l'appel d'offres. Si tu veux en parler un petit peu. Le problème, c'est moi. Oui. Alors, au moment de l'appel d'offres, les prix, on était en moment Covid. On venait de sortir, ou on était en fin Covid. Oui. Les prix commençaient à exploser. C'était pas encore l'Ukraine, mais c'était pas terrible. Et les prix sont pas du tout sortis comme on les attendait. Donc, le projet ne tournait plus du tout au prix auquel on avait annoncé aux habitants. Donc, que faire à ce moment-là? On ne peut pas abandonner le projet. Nous, on y a déjà passé beaucoup de temps. On a dépensé, mine de rien, l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Acatrio a vraiment aussi beaucoup boxé dessus et les habitants nous attendent. Donc, il fallait absolument trouver une solution. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au-dessus de la salle commune, il y avait une chambre d'amis qui était indépendante. L'idée, ça a été de transformer cette chambre d'amis en logement pour pouvoir la vendre et donc en faire un revenu supplémentaire qui permettait d'équilibrer la perte due à l'augmentation des coûts de construction. Si je peux juste ajouter quelque chose, en fait, on a vraiment fait bon, évidemment, avec les professionnels, on s'est réunis, on se demande quelle solution on peut avoir et quelle solution on peut présenter au groupe. Et donc, on avait cette solution-là, la solution de mettre un 13e logement, un T2, la solution de vraiment énormément augmenter les loyers, hein, on était toujours en PSLA, ou encore d'autres solutions, et là je te redonne la main par rapport au BRS. Et donc les prix ont quand même été, donc on a réussi à absorber une partie du coût, mais les prix ont quand même dû être augmentés un peu, un peu, pas trop. Sur celle-là, ça va. Et par contre, il y a certains ménages qui ne pouvaient plus suivre derrière, parce que l'augmentation était, même si elle n'était pas significative, il y en a qui étaient vraiment trop justes. Donc pour ne pas exclure ces ménages et vraiment continuer, puisqu'ils avaient fait la démarche, ça faisait quand même 3 ans qu'ils étaient là, je pense, ou plus, c'est là qu'on a mis ces 2 logements-là en BRS. Quand OFS Axanis a pris en charge le foncier, le coût du logement a pu baisser suffisamment pour que les gens puissent l'acquérir derrière. Donc c'est là où au début on avait une mixité entre guillemets VFA, PSLA, avec ceux qui dépassaient un peu les plafonds et ceux qui étaient dedans. Aujourd'hui on a une mixité avec 3 types de logements en accession sociale, la VFA, le PSLA et le BRS. C'est ça, c'est quand on a présenté les solutions aux habitants, voilà, donc ils ont choisi en effet de... Il y avait plein d'autres points dans DCE, il y avait aussi quelques matériaux qui bougeaient, etc. Mais ils ont voulu garder vraiment l'idée de la salle commune, de la chambre d'amis. Donc on a retravaillé les espaces communs pour qu'ils puissent quand même
Vous voyez, ça a descendu au rez-de-chaussée, donc avoir cette chambre d'amis, la salle commune, mais en travaillant bien plus la flexibilité des espaces pour pouvoir en fait avoir tous ces usages. Ils ont pas voulu couper trop non plus dans les finitions, dans les matériaux de qualité, etc. Et donc ils ont préféré en effet transformer ce logement, cette ancienne chambre d'amis en T2. Et du coup, chacun, là, dit comme ça, c'est simple, mais en fait, ça s'est étalé sur 6-8 mois ce processus pour faire l'aller-retour avec les habitants. Pour les habitants, c'est jamais facile, hein. On en est complètement conscient, donc on essaye d'être vraiment transparent, de dire ce qui s'est passé, de les impliquer complètement au cœur du projet. Et finalement, on a réussi à trouver des solutions pour tous. Oui, quelques petites photos. Et donc bientôt, le bâtiment sera livré. C'est très très attendu par les habitants parce que, alors il faut savoir que sur cette opération, il y a eu beaucoup de faillites d'entreprises. Malheureusement, c'est le nerf. Enfin, c'est une vraie difficulté en ce moment pour beaucoup de chantiers. C'est pas que la vie des chantiers en habitat participatif. Donc voilà, on croise les doigts pour qu'ils puissent rentrer dans les lieux enfin pas à la rentrée, on va dire pour Noël. Et je pense que ce sera vraiment, en fait, ça fera 7 ans quand même hein, entre le démarrage et la livraison. Donc vous voyez, les habitants, il y a quand même eu du changement entre temps. Vous pouvez vous imaginer, hein, tout le monde n'est pas. On a quelques on a quelques premiers habitants qui sont là depuis le début, et il y en a qui sont partis et d'autres qui y arrivent. On est, par exemple, il y a encore pas longtemps, on a fait un processus d'accueil pour une nouvelle personne qui est en train de rentrer dans le projet. Alors, en même temps, c'est pas inintéressant parce que ça recrée une dynamique. Parce que c'est vrai que les anciens, ils sont un peu fatigués, essoufflés hein, d'attendre. Donc voilà, ça relance aussi la dynamique, les nouveaux, ça a du bon. Mais c'est en tout cas intéressant de se rendre compte que même sur une opération de cette échelle-là, qui a démarré au départ dans un contexte très propice, contexte politique très propice, contexte, la situation, c'est un terrain très très bien placé. Malgré ça, le contexte actuel n'a pas aidé à ce que ça sorte très vite de terre. Voilà. Ouais, donc les anciens font vraiment preuve de résilience et on espère qu'ils vont tenir. C'est pour bientôt. Mais donc c'est intéressant. Donc là, il y a vraiment 3 types. Et vous voyez, c'est l'évolution du projet, c'est les solutions qu'on doit trouver au fur et à mesure. C'est ça, un habitat participatif. Il faut essayer de s'adapter. Il y a beaucoup de choses qui tombent, et notamment le prix des coûts de construction. Enfin, notamment à Bordeaux, ça a vraiment beaucoup monté. Et donc de trouver des solutions pour continuer le projet. Donc on aura des personnes en PSLA, des personnes en BRS et des personnes en VFA, un peu accession, pas tout à fait libre, mais au-dessus des plafonds. Vous voyez. Et comment ? Pas de PLS. PLS, c'est le locatif social. On va en parler après. PSLA. Non. PSLA, BRS. Pardon. Pas de PLS. Oui, là, il n'y a pas de locatif social. On va vous montrer l'opération après où il y a du locatif social. Donc là, c'est de la mixité sociale dans une forme d'accession. Et donc après, le montage, c'est une copropriété avec une ASL qui va être propriétaire des espaces partagés, dans laquelle la gouvernance va être différente de la copropriété. C'est-à-dire que les personnes tous les habitants sont dans l'ASL et ont une personne égale une voix. Enfin, c'est un foyer égale une voix dans cette ASL. Alors que dans la copropriété, on est sur une gouvernance qui est authentième, comme dans toute copropriété. L'avantage qu'on a dans cette opération, et malgré les difficultés, c'est qu'on est seul. Axanis est le seul maître d'ouvrage. C'est-à-dire que les solutions, on doit les trouver tout seul. On discute directement avec les habitants. Nous, on est une petite structure aussi, où on est une 20aine de personnes. Donc, on peut trouver des solutions en direct. Il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin, entre guillemets. Il ne faut pas avoir des séances de négociation qui durent les heures. C'est avec les archis, avec l'AMU, l'AMU, maîtrise d'usage. Non, mais il y a une dame des acronymes là-bas. Assistance à maîtrise d'usage, c'est l'accompagnatrice. Et donc, c'est plus facile, entre guillemets, de trouver des solutions quand on est tout seul et quand on sait qu'on est le problème et la solution, quoi. C'est beaucoup plus simple, en effet. Oui, c'est plus simple, mais alors, encore une fois, vous voyez l'échelle, là, on est sur 12 logements, puis 13 logements. Typiquement, cette opération, on a pu la faire parce qu'elle a démarré en 2017. La même, à l'heure actuelle, elle ne sortirait pas.
l'échelle de 12 logements est extrêmement difficile à financer, en tout cas parce que aussi à Bordeaux, nous avons des fonciers extrêmement chers. Donc voilà, mais c'est en fait, et c'est pour ça que le BRS est intéressant, c'est ça qui permet de baisser le prix d'accession. Voyez, donc tout ça, c'est des systèmes, et le BRS a beaucoup aussi été créé pour ça, en fait, pour essayer de dissocier ce prix des fonciers qui dans beaucoup de territoires, en fait, avait pris des proportions trop compliquées à assurer l'équilibre d'opération après, quoi. Il y a la dame là-bas qui attend depuis longtemps. Oui, alors on va peut-être passer le micro. Alors on se fait quoi? On se fait peut-être 10-15 minutes de questions sur ce projet, on passe à l'autre projet? Si j'ai bien compris, il y a 2 ou 3 logements qui sont passés en BRS. Ça veut dire que l'OFS a acquis une partie du foncier. Est-ce que c'est virtuel? Est-ce qu'il y a des zones qui sont identifiées comme appartenant à l'OFS et les autres appartenant à la copropriété? Comment ça marche? Alors en fait, Axanis a acheté de toute façon l'intégralité du foncier. Donc quand il va vendre dans le cadre du PSLA ou de la VFA les logements qui correspondent, il va fondamentalement lui rester le foncier qui correspond à 2 logements. C'est pas du foncier qu'on peut découper, c'était ça la question. La plupart du temps, quand l'OFS achète, il achète des lots de copro. Le foncier en tant qu'assiette foncière n'existe plus. Mais là, on retrouve la question d'être... c'est simple quand on est tout seul à bord, quoi. Parce que c'est vrai que là, ils ont toutes les... On a toutes les cartes. Les cartes dans les mains. On avait madame, je crois... Emmanuel. Emmanuel d'Écoquartier Strasbourg. Ouais, c'est très intéressant comme projet. Un des enjeux c'est de réussir à avoir des prix d'acquisition qui soient ajustés aux capacités financières. Est-ce qu'il y a eu des questionnements au sein du groupe sur les conditions de revente qui sont différenciées et donc toute la suspicion sur les risques de spéculation qui sont bien bloqués pour le BRS, mais par contre pour le PSLA, on sait qu'il y a... Enfin, ça c'est qu'il y a quand même beaucoup d'effets d'aubaine. Donc, comment est-ce que le sujet a été-il mis sur la table par les habitants ou pas? Voilà. Ouais. Bah, il a été mis sur la table et ils ont parlé. Si tu veux, en fait, on est à la base en PSLA. Donc, ils avaient déjà parlé de ce sujet sur les normes antispéculatives, etc. Et finalement, les nouveaux foyers qui sont arrivés ensuite, ils étaient plutôt en BRS. Donc, en fait, ces choses-là ont été discutées. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, une des grandes différences entre ces 2 systèmes, c'est que le PSLA, c'est une accession sociale, mais passé 10 ans, il n'y a plus en fait de clause antispéculative. Et donc, malheureusement, on a vu sur des projets en fait des achats à 150 000 qui 12 ans plus tard se revendaient 650 000 parce que le prix du marché avait fait complètement bondir les offres. Et ça, c'est vraiment quelque chose, et notamment avec les valeurs de l'habitat participatif, voilà, de partage, de solidarité, d'entraide qui ne fonctionnait pas. Et c'est vrai que dans tous les montages en PSLA qu'on avait à la toute base, ils devaient faire comme des espèces dans la charte de bien marquer attention antispéculatif, etc. Mais légalement, même s'il y avait la charte, juridiquement, personne ne pouvait les protéger de ça. C'était vraiment un engagement moral. Et le BRS, je trouve, répond à cette question-là de garder, en fait, du logement vraiment d'accession sociale. Alors, qui était en premier? C'est monsieur qui gère? Qui avait le premier? Non, bon, on va dire monsieur. Ah, bon. Oui, j'ai 2 questions. Quand on est propriétaire de son logement, donc en PSLA, au bout d'un moment, et qu'on le revend, quid de l'avis des habitants et de la copropriété? Quelle gouvernance par rapport à justement le processus d'intégration sur des personnes qui vont partager les mêmes valeurs? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on introduit déjà avec eux, parce qu'il y a déjà des nouveaux qui arrivent, vous voyez, en cours de chantier. Là, typiquement, ils accueillent un nouveau ménage. Donc, il y a un processus qu'on a travaillé avec eux, avec une commission accueil, qui est là pour vraiment s'assurer que les nouveaux qui rentrent aient bien connaissance du projet, signent la charte, comprennent les règles du jeu, enfin les règles sur les espaces partagés. Donc après, on n'a pas encore beaucoup de recul. Vous voyez, l'opération, elle n'est pas encore livrée. C'est vrai qu'on pourra mieux vous en parler dans 4-5 ans. Mais en tout cas, nous, on les accompagne sur vraiment la prise de conscience qu'il y a ce processus d'accueil nécessaire. Et que, parce que alors, même aujourd'hui, hein, dans ce groupe, dans la plupart des groupes qu'on accompagne avec un opérateur professionnel, on part du principe qu'il n'y a pas de cooptation.
C'est-à-dire que les personnes qui s'intéressent au projet ont le droit de venir en atelier, de découvrir si ce projet leur convient, si les valeurs transmises dans la charte sont en cohérence avec leurs valeurs, et qui puissent à la suite de 3-4 ateliers, plus 2 rencontres avec le groupe, dire si oui ou non ce projet leur convient. Et ensuite, ils font le travail avec le commercial, enfin bref. Enfin, ils font les signatures. Mais donc, quelque part, ce processus qui se fait en amont de la livraison, l'idée, c'est qu'il se poursuive, mais il va être pris en main par les habitants. Nous, on sera plus là. Ouais, c'est un processus qui protège autant le nouvel arrivant que ceux qui sont là, parce qu'il faut savoir dans quoi on va s'embarquer, en fait, c'est important. Micro-question sur le seuil critique. Vous disiez 12 logements aujourd'hui à Bordeaux, Bordeaux Métropole, ça ne tient pas la route. C'est quoi le seuil critique dans votre cas aujourd'hui? C'est quoi? C'est 20, 25 C'est plutôt 30. C'est plutôt 30. C'est plutôt 30. Aujourd'hui, c'est plutôt la trentaine. Ouais. Il y avait monsieur ensuite, après, on essaie de prendre les questions dans l'ordre. Allez-y monsieur, mais ensuite on donnera à monsieur avec la chemise verte. Bon, je suis arrivé en cours de route, alors je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais comment se répartit la valeur du foncier sur les communs quand on a des statuts d'acquisition qui sont différents sur le foncier entre BRS et accession libre? Et justement, en fait, non, c'est la SL n'est pas propriétaire, il nous a expliqué. Oui, mais du coup, c'est une partie commune. Ouais. Ouais. Oui, tous les espaces communs dans le cadre d'un projet avec du BRS, c'est d'une partie commune. Enfin, oui, c'est ça. Et en fait, l'ASL, donc l'association qui va gérer les espaces communs, mais ne va pas en être propriétaire. Elle ne peut pas être propriétaire de ces espaces puisque le foncier est à l'OFS. Donc elle va juste gérer ces espaces. D'accord? Monsieur? Est-ce que le BRS s'applique lorsque le vendeur est un bailleur social? C'est-à-dire? Alors, qui fait du locatif social? Un bailleur social qui fait quoi? Oui, c'est un projet où il y a double mixité, parce qu'il y a des loyers, il y a des PSLA, et il y a des accessions libres. Donc, sur la partie accession libre, du fait que ça appartient avant la vente à un bailleur social, est-ce que le BRS peut s'appliquer? Alors, je pas sûre de comprendre votre question, mais en tout cas, ça s'organise au début du projet, en fait. Parce que, en fait, ça va rejoindre un petit peu le projet qu'on va vous présenter ensuite. Donc, on va garder votre question pour après, si vous permettez, parce que au départ du projet, il y a une répartition, en fait, qui va se faire entre ces 3 entités, qui sont 3 maîtres d'ouvrage différents. Et c'est là où l'OFS, en tout cas le BRS, et donc l'OFS ne va s'appliquer que sur le BRS, pas sur le locatif social, ni sur le logement libre. Oui, mais ça peut se faire. Ça peut se faire, c'est le projet qu'on va vous présenter. D'accord. Très bonne introduction. Voilà. Il y a encore une dernière question. Je vais sûrement vous poser la question après, sur les prochains projets. Mais j'aimerais savoir quelle est la part, dans quelle mesure les habitants participent à la conception de leur logement dans ces projets-là. Mais du coup, dans les autres projets, ça m'intéressera aussi de le savoir. Voilà, merci. Alors là, pour le coup, sur Talence, comme disait Guillemette, on est vraiment parti de la feuille blanche. Vous voyez, même l'implantation du bâtiment, la manière d'implanter les espaces partagés. Les habitants, ils ont participé de A à Z à la conception. On est vraiment parti de la feuille blanche. Les archis, ils ont été choisis par le groupe. En fait, Axanis en a proposé plusieurs, et parmi ces, il y en a eu 3 qui ont été auditionnés. Et donc le choix des habitants a vraiment convergé vers l'architecte que vous voyez en bleu à l'avant sur le chantier. Voilà. Et donc chaque logement a été travaillé aussi avec. Donc il y a eu le travail collectif. Nous, on commence toujours par un travail vraiment collectif sur l'architecture. On rentre après dans les logements. Et là, ça s'est fait plus en rendez-vous individuel. Nous, on a fait des ateliers pour les guider, comprendre un peu comment l'organisation spatiale de leur logement serait la plus judicieuse. Mais après, il y a eu tout un travail en direct avec l'architecte. Et aussi, parce qu'Axanis, vous avez un architecte en interne pour tout ce qui est plan d'électricité, etc. Donc c'est allé assez loin quand même dans le sur-mesure pour ce projet-là. On va passer au projet suivant. Alors là, on est à côté de La Rochelle, à Étré, sur un territoire en pleine reconversion. C'est une friche
Je vais laisser la parole à Sabine, parce que donc Aquitanis, qui est l'aménageur, est en lien étroit avec Axanis. Hein. Ce sont deux structures très liées, voilà, entre fille et mère, mère et fille. Grande sœur, grande petite sœur. On nous appelle un peu comme on veut. Donc, l'écoquartier de Bongraine, donc situé à La Rochelle. Donc, Aquitanis a remporté la concession d'aménagement, donc le projet d'aménagement, pour la construction d'à peu près 800 logements au global sur 3 tranches. Donc, c'est un projet qui a déjà beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a Aquitanis qui est aménageur, qui arrive avec toutes ses équipes de conception, qui sont l'architecte urbaniste, tout ce qui est l'écologue, le paysagiste, les économistes, les bureaux d'études environnementaux. Donc toutes ces personnes-là. Il y a aussi l'agglomération de La Rochelle, il y a la ville d'Étré, la ville de La Rochelle, il y a la communauté d'agglo. Enfin, il y a déjà beaucoup d'acteurs. Moi, j'ai fait une audition il y a 2 semaines avec tout le monde. Ils étaient 8 à eux tout seuls, avant qu'on invite les archis, avant que nous on arrive. Et ils n'étaient pas tous là. Donc, c'est déjà un acteur très complexe sur l'organisation globale. Et donc, nous, à Axanis, on a été appelés sur cette ZAC, où on réalise, sur cet écoquartier, où on réalise 3 îlots, dont l'îlot exemplaire. L'Azuré, maintenant. Voilà. Et donc, sur cette ZAC, Aquitanis a vraiment des objectifs très poussés en termes de plein de choses. C'est-à-dire qu'ils sont très demandeurs en termes environnementaux. Il faut qu'on utilise des matériaux assez spécifiques. Il faut mettre de la paille hachée, par exemple, dans les murs en termes d'isolation. Il faut qu'on soit très bon en termes de production d'énergie. Il y a tout un réseau photovoltaïque qui va être mis en place. Il faut qu'on soit bon en termes de circulation, de mobilité, de stationnement. Donc, ils vont réfléchir plutôt que des stationnements individuels, ils vont réfléchir à des stationnements mutualisés. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées à la fois pour l'écologie, mais à la fois pour le social, avec toute la dimension participative. C'est ça. C'est là mon intro. Donc oui, dimension participative, parce qu'en fait, vous allez voir, là on va vous parler de l'îlot L'Azuré, qui est le projet qu'on accompagne, qui est un habitat participatif de 70 logements. Donc là, on est un peu sur les échelles à la québécoise ou à la hollandaise. C'est un peu une première pour nous aussi, en tant qu'accompagnatrice, d'accompagner une telle échelle de projet d'habitat participatif. Et il faut savoir que sur ce quartier, tous les îlots vont aussi travailler sur des dimensions participatives. Alors certes, moins importantes, le curseur sera moins poussé, mais il va y avoir sur tous les îlots des espaces partagés, qu'ils soient en habitat participatif ou en copropriété participative. Voilà. Donc il y aura des espaces partagés sur tous les îlots, avec une maison commune qui va être un tiers-lieu, qui va quelque part avoir ses satellites dans chaque îlot. Donc vous voyez le niveau d'ambition de la participation sur ce quartier. On a également la coopérative ICO qui fait partie, qui a signé un terrain avec Aquitanis, et c'est un peu la locomotive participative sur ce quartier. Avec du coup c'est aussi la première coopérative d'habitants sur La Rochelle. Voilà. Pour poser le contexte avant de parler de l'Azuré. Donc, pour parler de l'îlot en termes architectural, urbain, conception, donc l'îlot L'Azuré, c'est l'îlot exemplaire. Donc, c'est le premier îlot qui est sorti sur la ZAC. Et comme son nom l'indique, il doit être exemplaire sur plein de choses. Donc, ils ont poussé au maximum le curseur de l'habitat participatif. Mais en plus, nous, en termes de... Il y a un label bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine avec des feuilles, enfin avec des or, argent, bronze. Là, on est au niveau or, c'est-à-dire au maximum de ce qu'on peut faire. On a vraiment poussé le maximum. Et alors, pour réussir et avoir tous ces objectifs, donc l'architecte de l'opération, c'est l'architecte qui est l'architecte coordonnateur de la ZAC, donc qui a, en plus d'avoir une vision globale, va venir la traduire dans le projet, petit projet, entre guillemets, de 70 logements. Et donc, pour vous parler un peu de l'avancement, le PC est déposé. Et on espère consulter les entreprises avec une bonne surprise à la rentrée. C'est ça. Voilà, donc un projet avec, en termes de proportion, vous voyez, donc pour revenir à cette notion de mixité sociale, ce qui est vraiment intéressant sur ce projet, c'est qu'on va avoir 22% d'accession sociale sous forme de BRS, 29% en locatif social, porté par l'OPH de La Rochelle,
et 49% d'accession libre portée par le CISN, qui est une coopérative, qui est un promoteur coopératif basé à Nantes. Et il va y avoir aussi dans l'îlot une maison des assistantes maternelles portée par l'OPH. Ça, on peut peut-être raconter la petite histoire, parce que en fait, ce sont vraiment des personnes qui sont venues aux ateliers au départ. C'était pas du tout dans le projet ni dans le programme d'avoir une maison des assistantes maternelles. Sauf qu'elles sont venues, elles ont posé leurs problématiques, elles ont posé leur volonté de faire partie du projet, et le groupe qui était déjà présent, le groupe Noyau, a répondu favorablement, et ça s'est fait comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça aussi que ça permet, l'habitat participatif, c'est de donner en fait des occasions en fait de rendre concret des projets. Ça faisait très longtemps qu'elles essayaient de trouver un site, et là finalement elles ont réussi à s'intégrer dans ce projet. Voilà, donc elles viennent aux ateliers avec les habitants. Donc aujourd'hui, pour vous donner un peu le panel, dans le groupe actuel, on a à peu près 20 foyers engagés dans la démarche. On n'a pas les 70, vous imaginez. On en a 20, on en a 8 aujourd'hui 8 dans le locatif social, 8 en BRS et 4, enfin entre 2 et 4, parce qu'il y en a 2 engagés et 2 semi-engagés en accession libre. Voilà, donc en fait, nous on s'aperçoit avec le recul que c'est beaucoup plus facile d'intéresser les personnes en locatif social et en BRS. Et c'est vrai que l'accession libre, les personnes arrivent quand même souvent plus tard dans le processus. Donc aujourd'hui, tout ce travail, parce qu'on en est à l'atelier 15, et donc nos ateliers sont surtout, on a surtout des représentants de l'accession sociale et du locatif social. Et ce qui est très bien, hein, mais c'est juste pour vous dire que l'accession libre est moins représentée. Et on espère que normalement ils vont arriver à partir de septembre, enfin qu'on aura un petit peu plus de monde de l'accession libre à partir de septembre. Parce que évidemment les prix d'accession libre sont bien plus chers que les prix d'accession BRS. Voilà. Et pardon, quand vous commercialisez les deux en même temps, vous avez beau dire aux gens qu'ils ne seront pas propriétaires de leur foncier, une fois que vous leur expliquez que finalement ça n'a aucun impact sur leur usage, parce qu'on est sur du collectif et même dans l'individuel. Finalement, ils préfèrent quand même le moins cher. C'est assez logique. Donc, je ne vais pas dire tant qu'il y a du BRS, c'est plus difficile de vendre l'accession libre, mais on est un peu en concurrence quand même. Surtout qu'ils ont monté les plafonds. Donc bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, pour les promoteurs vivre aujourd'hui, c'est compliqué, et vendre des logements en accession libre, je pense, dans toute la France, c'est compliqué. On peut transformer les accessions libres en BRS. Et là, il y a l'équilibre d'opération qui rentre en jeu. Oui, tout ça est vraiment un... En fait, là, donc on est sur ce qu'on appelle une co-maîtrise d'ouvrage, contrairement à tout à l'heure. Avant, on avait un seul acteur. Là, on a 3 acteurs. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas simple pour eux, parce qu'ils doivent avancer au même rythme. Et en même temps, il y en a qui ont déjà commercialisé une bonne partie du programme, et puis d'autres pas. Donc, c'est pas simple en termes de gouvernance entre les maîtres d'ouvrage. Nous, on le sent en tant qu'AMU. Régulièrement, on demande des points avec les maîtres d'ouvrage pour avoir les informations, parce que en fait, c'est quand même une plus grosse machine que quand on travaille juste en tête-à-tête avec Axanis, quoi. Pour nous, c'est pas du tout le même niveau enfin si, c'est le même niveau d'implication vis-à-vis des habitants, mais par rapport aux maîtres d'ouvrage, ça nous prend beaucoup plus de temps. C'est un seul maître d'ouvrage? Non, là c'est une co-maîtrise d'ouvrage. Donc ils sont vraiment 3 autour de la table à prendre les décisions ensemble. Quand il y en a 15, il y a beaucoup moins de problèmes. On se bat avec nous-mêmes, donc à la limite c'est faisable. Et effectivement, là en plus, le locatif a son propre système de fonctionnement. Nous en accession, en accession BRS, on a notre propre système. Et le libre a encore un fonctionnement différent. Donc si vous voulez, personne ne travaille comme l'autre, personne n'a les mêmes délais, personne n'a les mêmes objectifs, personne n'a les mêmes attentes. Donc on va sur un même projet tous ensemble, mais on aurait bien pris 3 chemins différents, quoi. Voilà, donc nous, on coordonne. On y arrive, mais c'est vrai que c'est des projets plus complexes à mener. Et donc, pour répondre à votre question, en fait, ils se sont répartis les logements, et tout l'équilibre de l'opération dépend de cette répartition entre les 3 différents maîtres d'ouvrage.
Alors, pourquoi on n'a que 8 logements en locatif social? C'est parce qu'en fait, enfin, que 8, on en aura beaucoup plus après, mais la contrainte de l'OPH, donc ils ont accepté de préattribuer 8 logements. Ça représente à peu près, je crois, 50% du nombre de logements total. Oui. Ils ne pouvaient pas en attribuer plus parce qu'ils ont d'autres réservataires, qui est la préfecture, etc. Donc ils ont accepté d'en préattribuer 8. Pour eux, c'est une grande première à La Rochelle. Ils n'avaient jamais fait ça. Donc on peut les féliciter. On espère qu'ils vont accepter de le faire sur d'autres opérations. Donc il faut que ça se passe bien Oui, pour qu'ils aient envie de le continuer. Surtout que ça fait partie vraiment des gens extrêmement engagés dans la démarche. Hein. Ouais. C'est vraiment des personnes qui... parce que donc pour la petite histoire, il y a des communs en fait qui se mettent déjà en projet avec un jardin de Bongraine, des jardins partagés, etc. Et on a donc 3-4 personnes donc qui sont en locatif social dans l'Azuret qui font totalement partie de cette association de quartier, de cette nouvelle association de quartier. Donc l'engagement, il est fort. Voilà. Et alors pour vous situer un petit peu architecturalement, donc en fait c'est un bâtiment on a plusieurs plots. Hein. Alors on n'est pas sur la mixité au palier. Nous c'est vrai que c'est ce qu'on espérait au départ, mais en fait juridiquement ils n'ont pas réussi à le faire. Donc c'est la mixité en petits plots les uns à côté des autres. Donc les espaces partagés sont partagés pour tous. Hein. Vous voyez les couleurs, voilà, bleu c'est Axanis, marron c'est l'OPH et beige c'est l'accession libre avec le CISN. Donc voilà, on a quand même cette mixité à l'échelle de l'îlot, mais pas à l'échelle du palier. C'est une question de BRS. Au moment où on a réalisé le montage, c'était compliqué de faire de la mixité au palier au BRS. On a appris à le faire depuis, c'est toujours compliqué. Mais là, le plus simple, c'était de savoir déterminer et délimiter en fait les fonciers pour dire chacun achète son foncier et au moins la question ne se posait plus. L'OFS achètera son foncier, le CISN le sien pour le revendre ensuite et l'OPH gardera le foncier qui lui appartiendra. Voilà, donc on a on a des espaces partagés dans une salle commune qui fait 67 mètres carrés, une buanderie, laverie de 7 mètres carrés. On a le petit atelier de bricolage de 7,7 mètres carrés. Et après, on a énormément de locaux vélos, mais ça, c'est normal pour 70 logements. C'est important d'avoir ce qu'il faut. Ils ont un beau jardin. En fait, c'est un des îlots qui est le moins dense sur la ZAC avec le projet d'ICO. Donc voilà, ils ont pas mal d'espaces verts. Et donc le stationnement ne fait plus partie de la parcelle. Ça, c'est quelque chose qui a changé en cours de route et on est content que ce soit bien accueilli par les habitants. En fait, c'est un stationnement qui va appartenir à l'ASL de quartier et les personnes auront un abonnement pour pouvoir utiliser une place de stationnement. Donc on est vraiment dans une nouvelle approche de la mobilité où le stationnement n'est plus directement rattaché au logement. Il est dissocié et l'idée, c'est ce parking va être en R+1, donc vous allez avoir un autre étage qui sera démontable dans 10 ans s'il y a moins de voitures. Donc ça, c'est l'ambition d'Aquitanis de vraiment proposer aussi des solutions alternatives sur l'autopartage, pour limiter beaucoup l'empreinte de la voiture dans le quartier. L'idée, c'est que ce soit démontable. C'est des parkings démontables à plus ou moins grande échéance. Ça dépendra des usagers. Bon, voilà, le petit zoom sur les espaces partagés. Pardon. Donc, en gros, dans tous les îlots, il y a 1 mètre carré par logement. Donc, l'îlot L'Azuret n'est pas plus pourvu en espaces partagés que les autres. Dans tous les îlots, 1 mètre carré par logement dédié aux espaces partagés. Voilà, quelques perspectives. Alors, la participation. Donc, vous voyez, ça fait quand même un beau groupe, hein, les 20 foyers, quand tout le monde est là. On ne fait aucune distinction entre les locataires, les propriétaires, les BRS. Voilà, c'est quelque chose qui n'est même pas abordé en atelier et on travaille tout le temps sur tous les sujets voilà, la charte, tout le monde a son mot à dire, quel que soit son statut.
C'est juste sur le choix de son logement, enfin sur le choix de l'emplacement de son logement, où évidemment les locataires ont dû se positionner sur un des bâtiments locatifs. Pareil pour le BRS et l'accession libre. Mais sur les logements, ils ont aussi les mêmes choix. Il n'y a pas de, vous voyez, voilà, les logements sont isolés de la même manière, les propositions de plans, de variantes dans les plans sont les mêmes. Donc nous, en fait, nos ateliers sont pas plus compliqué finalement. C'est plus complexe dans la gestion de la maîtrise d'ouvrage qu'avec les habitants, pour l'instant. Je pense qu'on peut quand même dire qu'au niveau en fait, de la co-conception, on a très peu de foyers en libre en fait. Et en libre, en effet, ça marche par TMA, c'est-à-dire qu'on va ajouter, si le client demande en fait un certain carrelage, en fait, le promoteur va pouvoir lui dire oui, c'est un certain coût, on vous laisse. Donc ça, ils ont quand même cette liberté en plus. On l'a moins vu parce qu'on a moins de personnes en logement libre, mais je pense qu'ils vont laisser cette liberté, bien évidemment, à voilà, les propriétaires en libre qui voudraient ajouter ou choisir leur cuisine ou alors choisir leur carrelage, etc. En général, je pense qu'ils vont le faire. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est qu'on est 3 maîtrises d'ouvrage qui travaillons ensemble et donc on va lancer une seule consultation d'entreprise. Ce seront les mêmes entreprises qui vont construire le locatif, le BRS et le libre. Donc chacun va avoir je vais pas dire des degrés de finition, mais peut-être des prestations, on va dire, différentes, notamment, chacun va décider des prestations, mais en tout cas, c'est les mêmes... les acquéreurs savent qu'aujourd'hui, en achetant du BRS, ils auront ça, 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 ça. C'est écrit dans le tableau dans la notice descriptive. De la même manière, on discute avec eux, le locatif, ils font à peu près comme nous, et effectivement, le libre pourront avoir des prestations supplémentaires moyennement payant. Moyennant paiement. Oui, j'attendais la question. Oui. Il va s'amuser, l'archi. Oui, mais après, c'est pour ça que c'est en bloc. Mais par contre, quand on a fait la co-conception, on a fait toute une réunion donc, avec les différents maîtres d'ouvrage pour essayer d'avoir une base commune, vous voyez ? Parce que sinon, en fait, on s'en sort pas. L'idée, c'est aussi que ça soit simple au chantier pour l'architecte et pour les entreprises. Et pour le suivi. Alors là, c'est juste pour compléter, parce que c'est vrai qu'en comparaison avec le projet précédent, là, on est parti d'une esquisse et d'un architecte sélectionné. On n'est pas parti de la feuille blanche. Et d'ailleurs, la situation de la feuille blanche, aujourd'hui, on la pratique de moins en moins, parce qu'on s'aperçoit que les opérations ont de plus en plus besoin d'être précadrées pour que les habitants... pour rentrer dans les coûts en fait, de l'opération. Bon. Là, en l'occurrence, vu l'échelle du projet, on ne pouvait pas partir de la feuille blanche, assurément. Et puis, il y a une histoire de temporalité aussi qui est très longue. Vous imaginez, 2017-2024, ça fait quoi, 7 ans, c'est très long. Donc, il faut aussi pouvoir parler un petit peu à tout le monde et puis essayer de réduire cette temporalité. Donc, c'est aussi pour ça que... c'est aussi un des arguments, en fait, pour aujourd'hui... c'est difficile de partir de la feuille blanche. Et la difficulté supplémentaire, si je peux rajouter une couche, c'est que on annonce un prix dès le départ aux acquéreurs. Et aujourd'hui, on annonce un prix moyen ou un prix exact. Enfin bon, voilà, chacun voit un peu comme il veut. On annonce en tout cas un prix moyen et il faut qu'à la sortie, on s'en rapproche le plus possible. La feuille blanche, on peut sortir à ce prix-là, on peut sortir 3 fois plus cher très facilement. Donc, plus on cadre le projet et plus on arrive à tenir nos engagements. Élodie et madame Élodie. Moi, j'avais 3 questions. J'ai cru remarquer que la salle commune était assez excentrée. Donc, je voulais savoir comment vous étiez arrivé avec les habitants à ce choix-là. Je me demandais aussi quelle était la répartition des frais, des coûts des espaces communs, du coup, notamment pour les locataires sociaux, parce qu'on dit souvent que c'est un petit peu le problème dans les habitats participatifs en locatif social, de faire supporter ce coût. Et la dernière question, j'ai cru entendre au début de la présentation que vous expliquiez qu'il y avait une grande maison commune au niveau de la ZAC avec des maisons disséminées sur chaque plot. Est-ce que là, ça a été intégré ou est-ce que c'est la maison, la salle commune qui fait office de... Merci. Alors, la salle commune, donc elle a été implantée en effet à cet endroit-là parce que si on dézoome un peu sur le plan masse, juste en face, vous avez un parc
qui est un espace piéton assez généreux. Et il leur paraissait vraiment important que cette salle commune soit visible sur ce parc, parce qu'en effet, elle est reliée, c'est un des satellites de la maison commune. Donc vous voyez, elle va servir en priorité aux habitants de cet îlot, mais elle va aussi s'ouvrir sur le quartier. Et pourquoi pas être utilisée, par exemple, pour un cours de yoga qui va s'adresser à tous les habitants du quartier. Voilà. Donc en fait, il y avait cette question de visibilité importante. Et l'autre sujet, c'était aussi limiter les nuisances au maximum pour les logements. Voilà. Pour compléter, comment ça s'est passé? Ça a vraiment été, je crois, on avait eu 2 propositions de l'architecte, et puis en fait, on a discuté en atelier sur l'emplacement de la salle commune, et ça, voilà, ça s'est trouvé en fait être le bon emplacement pour eux par rapport aux arguments que vient de dire Ingrid. Par contre, c'est pas la salle commune du quartier. Donc ça, c'est autre chose. C'est la maison, on l'appelle la maison de Bongraine, la salle commune du quartier, et ça va être un autre bâtiment qui va être construit. Qui sera de 200 mètres carrés quand même. Et l'idée, c'est que ce soit un tiers-lieu. 800 logements. Ouais, voilà. En plus des 1 mètre carré par logement dans chaque îlot. Et les charges du locataire, moi je sais pas. Pour l'instant, je pense qu'ils prennent à leur charge. Ils nous ont pas extrêmement expliqué. En fait, pour l'instant, en fait, vu que c'est un projet d'aménagement, en fait, vraiment porté sur le participatif, ils avaient déjà dans leur cahier des charges, dans le cahier d'aménagement, en fait, le fait qu'ils avaient ces espaces, en fait, partagés à financer. Donc, en fait, ils étaient dès le départ en courant. Donc, j'imagine qu'ils ont mis ça dans l'équilibre, dans leur opération. C'est jamais un sujet qui est ressorti. Et j'entendais tout à l'heure en fait des débats par rapport à ça, mais par rapport en fait au financement de la construction des espaces, c'est pas quelque chose qui est ressorti. Après, par rapport à la gestion des espaces, ça va vraiment être tout le groupe ensemble, où ça va en fait s'organiser, répartition des charges, etc. Et puis il y a une ASL de quartier en fait. L'ASL qui va porter le stationnement va porter aussi les espaces partagés. Et donc, tous les habitants vont être membres de cette ASL, tous les habitants du quartier. Enfin bref, il y a encore beaucoup de choses à explorer juridiquement. Tout n'est pas ficelé. Mais a priori, les espaces partagés vont être propriété d'une ASL. Voilà, c'est un projet vraiment ambitieux au niveau participatif, au niveau du quartier et de chaque îlot. Ouais, c'est vraiment une... Ah bah c'est tous les habitants de l'îlot. C'est fondu dans le prix, des logements, et l'OPH apporte sa quote-part en fonds propres, j'imagine. En fonction de la surface de plancher développée. C'est compris dans le prix d'achat. Dans le prix de chaque logement. Voilà. C'est ça. Derrière. La question allait dans le même sens. Est-ce que pour savoir qui paye le foncier pour ça? C'est la... Moi, j'ai compris que c'était dans le prix d'achat de chaque logement. Le foncier de la salle commune, enfin tout ce qui est la construction, tout. Ensuite, c'est la gestion. En fait, il y a un transfert de cette propriété à l'euro symbolique à l'ASL. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris d'Aquitanis. Encore une fois, les choses ne sont pas figées. Il y a un gros travail avec des juristes, etc., pour vérifier que c'est la meilleure solution. Là, on en est vraiment au premier projet de 70 logements sur 800 logements. Donc, en fait, c'est aussi un projet. C'est une de leurs ambitions de se construire, en fait, pas à pas, un peu comme du participatif. On construit pas à pas pour trouver à chaque fois la meilleure réponse, en fait, à chaque question. Donc, ça demande une certaine souplesse, mais ça permet aussi de laisser ouvert tout le champ des possibles, en fait. Et ça, c'est super chouette. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a d'ailleurs une association qui s'appelle les Communs de Bongraine. Et là, c'est une association qui regroupe à la fois des gens de l'ILOE, des gens de chez ICO, des riverains. Et l'idée, c'est que cette association, à l'échelle du quartier, soit vraiment partie prenante de la gestion de l'ASL. Enfin, vous voyez l'ambition. C'est un sacré challenge. Hein. On reviendra dans 4 ans pour... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les dispositifs de précal, et notamment à quel moment les habitants qui sont locatifs sont arrivés dans les dispositifs participatifs, et dans quelle mesure ils ont participé à la conception? Merci.
Bon, alors en fait, ça s'est fait. On a discuté assez vite en fait avec l'OPH de La Rochelle pour qu'il y ait cette première précale en fait pour les premiers habitants, et aussi ça s'est fait au niveau en fait des ateliers des personnes qui sont venues. Oui. Mais par contre, en fait, c'est quelque chose en fait où cette première précale a eu lieu. Tous les ans, ils vont réétudier les dossiers. Et ensuite, à la fin, il y aura la dernière commission. Mais ça va aller par étapes. Au bout d'un moment, je ne sais plus exactement comment c'est, on va avoir des nouveaux locataires qui vont arriver sur le projet. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui se passe par étapes. Pour l'instant, on n'a que 8 locataires. Et précale, alors précale, oui. Oui. C'est une pré-commission d'attribution de logement pour les locataires. En locatif social, c'est comme ça que ça fonctionne. Et normalement, c'est 6 mois après, c'est 6 mois avant la livraison. Les autres locataires arriveront 6 mois avant la livraison. Et justement, au tout début. Dès le début. Mais les derniers vont arriver plutôt à la fin. C'est quelque chose qui est encore dans le logement social, dans le locatif social, il y a encore plein de choses qui peuvent être bonifiées pour améliorer en fait l'accession, pour qu'ils participent au processus. Sauf qu'il y a des règles, et évidemment, il faut quand même suivre les règles au niveau de l'équité en fait de l'attribution des logements. Et les locataires qui sont arrivés dès le démarrage du projet, comment ils ont été identifiés? Est-ce que c'était plutôt des personnes qui étaient déjà locataires HLM, ou il s'agit aussi de primo-demandeurs? On a les deux. On a vraiment les deux cas de figure. Parce qu'en fait, l'OPH a communiqué auprès de ses locataires actuels. Et nous avons accueilli en atelier des personnes qui se sont aperçues qu'ils ne pouvaient pas accéder, qui ont demandé à pouvoir rentrer dans le champ du locatif social. Donc ils ont fait leur demande en tant que parce qu'il faut remplir le formulaire. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc je dirais qu'on a à peu près moitié-moitié de personnes déjà dans le parc social et d'autres qui seront pour la première fois. Et est-ce que vous savez comment ils ont articulé par rapport aux nouveaux locataires, aux nouvelles personnes en demande de HLM, par rapport à leurs critères d'attribution qu'ils peuvent avoir sur La Rochelle? Je pense qu'en fait, le premier critère a été déjà de rentrer dans les plafonds. Voilà. Et le deuxième critère, c'était la motivation de rentrer dans ce projet. Ils ont dérogé à leurs éventuels autres critères d'attribution. En fait, pour eux, c'est une expérimentation. On est vraiment dans la case innovation sociale et c'est pour ça que c'est très important pour nous que ça fonctionne et qu'ils soient contents de ce qui se passe pour pouvoir le refaire. Donc c'est un peu, c'est aussi un vrai challenge pour nous accompagnatrices, pour tout le monde en fait, pour eux, pour nous, pour les locataires, pour qu'ils aient envie de réitérer ce genre d'expérience. Et donc si je comprends bien, ils n'ont pas réussi par contre à négocier avec l'État ou avec Action Logement pour avoir eux-mêmes le contingent à gérer, quoi. Pas pour l'instant. Nous, on est sur un projet qui ressemble beaucoup à celui-là, sauf qu'on a un seul maître d'œuvre, et donc ça simplifie les choses, apparemment, c'est bien. Maître d'ouvrage, vous voulez dire. Un seul maître d'ouvrage. Mais bon, j'ai pas trop bien compris pour l'ASL, pour les parties communes, comment les habitants vont payer à ce moment-là ces espaces communs. En fait, ils payent juste les charges. Hein. C'est pas on va dire que la construction du bâtiment, le bâtiment, la construction, le foncier, tout ça, c'est inclus dans leur prix de logement. Ce qu'ils vont payer, ce sont des charges. Ils vont payer les charges d'électricité, d'eau, de nettoyage. Enfin voilà, les choses comme dans une copropriété. Tout l'entretien, en fait. D'accord. Alors, le fait que ce soit une ASL ou que ça appartienne au bailleur, pour nous, ça ne changerait rien. Alors, c'est un bailleur locatif ? Oui, c'est un bailleur social. Oui, mais est-ce qu'il fait de la vente uniquement ou du locatif? Parce que non, nous, alors, par exemple, on fait que de la vente, on n'a aucun intérêt à garder des espaces, en fait.
On doit vendre l'intégralité. On a à la fois des locations, bon, on a des plus, des PLAI et des PLS. Et on a 4 PSLA, et en plus, on a 2 accessions libres. Donc c'est... Le montage, le bailleur pourrait garder la propriété et puis faire la gestion par l'ASL. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On le fait sur un autre projet. Et après, sinon, vous vendez en fait directement à l'ASL. L'ASL va devenir propriétaire. En fait, c'est ce qu'on disait. L'ASL va devenir propriétaire de ces espaces et donc va en assurer la gestion. Et c'était quoi la question? Oui. Non, mais est-ce qu'on a besoin d'une ASL? Ah oui. Pour gérer les espaces, en fait, l'ASL, ce que ça vous permet, c'est une gouvernance différente, qui n'est pas du tout en fait régie par un règlement de copropriété où en fait c'est des tantièmes qui vont décider en fait des participations de chacun des foyers. Dans une ASL, pour gérer vos espaces partagés, un foyer égale une voix. Et on peut déterminer, ça peut être autre chose d'ailleurs, mais en tout cas, vous décidez vous-même de la gouvernance. Et donc, c'est bien plus égalitaire quand on doit prendre des décisions en commun. C'est-à-dire ceux qui ont un T4 ont le même poids décisif que celui qui est en T2. Donc, c'est pour ça que c'est important de plutôt avoir une ASL pour gérer les espaces partagés. Un locataire a le même poids qu'un propriétaire. Voilà, c'est ça, exactement, et d'intégrer les locataires. Oui, mais bon, parce qu'on n'en a pas du tout parlé avec le bailleur. Est-ce qu'on peut lui imposer ça? Je pense que imposer dans la vie, c'est pas terrible. Il faut, à mon avis, en discuter. Oui, mais il faut, mais en fait, de discuter, de peut-être donner l'exemple de ce projet en parlant de l'ASL, etc. On pourra peut-être en rediscuter après parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Mais oui, en tout cas, d'en discuter, de dire qu'il y a des choses qui existent et qui vous paraissent intéressantes, ça paraît une très bonne idée. Moi, j'ai une petite question en dehors de ce projet un peu plus généraliste sur le rôle de l'OFS. Est-ce qu'on peut imaginer un OFS qui va travailler, qui va donc proposer des BRS sur un projet de réhabilitation en rural, en parallèle avec une coopérative d'habitants? Ça, c'est du montage. Non, ça me paraît plus simple que ça, moi, personnellement, je sais pas. Mais est-ce que les OFS sont faits pour ça ou pas? Pour la réhabilitation, oui ou non? Alors, la réhabilitation, oui, peut rentrer dans le sujet, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est la coopérative. Aujourd'hui, c'est pas encore faisable avec la coopérative. Donc, il faut s'appuyer, si on veut faire du logement social avec une coopérative d'habitants, il faut s'appuyer sur un bailleur social. Ouais. C'est ça. Un bailleur, un promoteur. Mais pas un OFS. Alors, l'OFS vous permettra de... Bah non, l'OFS va juste porter le foncier et je ne suis pas sûre qu'il vous donne droit de construire et vendre, en fait. C'est la coopérative qui m'embête un peu plus. L'OFS en rural, oui. L'OFS en réhab, oui. L'OFS en coopérative, joker. C'est un sujet que Abicop est en train de travailler. C'est une forme de plaidoyer qu'ils font pour que le BRS puisse aussi être accessible sous forme de propriété collective. Enfin, donc les SCI, les coopératives, etc. Enfin, ce qui serait très cohérent vu que les coopératives est aussi un montage antispéculatif. Je crois que Habitat et Partage développe un projet en coopérative BRS sur Lyon. Alors eux, c'est une coopérative d'habitation. Donc c'est un montage un peu différent de la coopérative d'habitants. Mais en effet, a priori, en coopérative d'habitation, c'est faisable. C'est subtil, mais... Et sinon, j'avais une question, en fait, sur une fois le projet livré, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour accompagner l'usage des espaces, parce que vu le nombre de logements, vu les différents profils des ménages, on peut s'inquiéter de comment est-ce que ça se passera en fait une fois la livraison. Est-ce qu'il n'y aura pas des petits conflits à l'usage? Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en accompagnement à ce moment-là? Oui, ça c'est toute une grande question et qui fait partie intégrante de notre problématique métier, c'est comment créer du vivre ensemble, comment apprendre à décider ensemble, comment apprendre à gérer des conflits. Donc ça fait partie en fait des ateliers, ce qu'on appelle gouvernance en fait, qu'on donne tout au long du projet. Et sur cette opération, il y a quelques ateliers qui sont prévus à l'installation. Sur ce projet en particulier, je pense qu'en effet, va y avoir une grande attention à donner
et après, parce qu'en fait, avec cette échelle quartier participatif, îlot participatif, et donc cette complexité finalement à gérer son espace avec la SL de quartier, etc., je pense en effet que, et c'est d'ailleurs en discussion, pour qu'il y ait un accompagnement en fait qui perdure, puisque vu qu'on est dans l'innovation, il faut aussi pouvoir en fait donner des outils pour pouvoir se récupérer quand on tombe. Donc en effet, ça fait partie intégrante des problématiques et des discussions qu'on a avec l'aménageur, les maîtres d'ouvrage et tout le monde, je pense, en est assez conscient. Mais on est loin encore de l'installation. On est très loin de la livraison. S'il vous plaît, concernant les parties communes, donc on a vu, les parties communes, on a vu que la gestion allait se faire sous un syndicat libre, avec une gouvernance équitable, mais quid de la répartition des charges? Elles se feront au tantième comme en copro ou voilà? La répartition des charges des logements et sur les espaces communs. Et ce qu'on appelle les espaces communs, c'est tous les couloirs, etc. Je ne vous parle pas là des espaces partagés. D'accord? Donc la répartition des charges des espaces partagés sera gérée par l'ASL. Donc là, c'est pas grand-chose. Et en plus, on a l'ASL de quartier. Donc là, c'est quelque chose à décider. Mais ce qui se passe dans beaucoup... C'est la même chose pour les avisés qu'on a vus avant. Donc à décider comment on se répartit les charges. Donc par rapport à la buanderie, par exemple... il y a certains groupes qui font, écoute, je fais une machine, ça coûte tant, on a une caisse, etc. Donc, sur les espaces partagés, c'est les foyers qui se gèrent. Par contre, sur tous les espaces logements, privatifs, communs, qui sont dans le règlement de copropriété, ça, c'est au tantième. Oui, on vient de l'évoquer, mais comment on met en œuvre le BRS dans un projet de réhabilitation d'un bâtiment ancien ? Eh bien, sur le même principe que du neuf, en fait, parce que l'OFS va acquérir, ou en tout cas, vous allez acquérir le bâtiment ancien, vous allez prendre une quote-part que vous estimerez, en fait, à prendre en charge par l'OFS, qu'on va considérer le foncier, parce qu'il n'y a pas réellement de foncier. Et donc, admettons, on va prendre 300 € du mètre carré SDP, c'est un coût de foncier assez classique de surface de plancher. Et en fait, vous allez faire porter cette part-là par l'OFS, et l'OFS, en retour, va vous donner le droit de construire et de vendre sur le même principe. La réhabilitation, pour moi, ne pose pas de problème. Ça peut fonctionner exactement comme sur du neuf. Alors, le problème qu'on va avoir dans ce cas-là, c'est en fait l'OFS, pour financer le foncier, va faire appel à un prêt Gaïa, qui est donné par la Banque des Territoires. Et la Banque des Territoires, aujourd'hui, finance prioritairement les zones très tendues et les zones tendues, c'est-à-dire les zones A et B1. Dans les zones B2 et C, qui sont bien moins tendues, et les zones rurales, je pense qu'elles seront plus dans ces eaux-là, c'est de la négociation au cas par cas avec la Banque des Territoires. Donc si la Banque des Territoires finance, pour moi, il n'y a rien qui bloquerait l'OFS à le faire. Si la Banque des Territoires ne finance pas, c'est plus compliqué, parce que porter un terrain sur 80 ans, ça fait lourd. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y a une autre question. On est à 5 minutes de la fin. Je cru entendre d'entrée du jeu que vous parlez vous êtes à l'atelier 15 de... J'aimerais savoir quelle est la démarche participative sur ce projet et de 70 logements, de 70 ménages. Comment vous avez structuré votre démarche tout au long du projet? Je suis désolée. Donc en fait, la démarche participative, on la cadre dès le départ avec les maîtres d'ouvrage. Donc en fait, on a différentes phases, en fait, qui est la phase d'émergence du groupe, le groupe noyau. On va vraiment travailler sur toutes les valeurs. Nous, on travaille toujours, en fait, ce qui va faire la raison d'être du groupe et les valeurs qui rejoignent les gens avant de commencer à parler de logement et d'architecture. Parce que c'est un petit peu ce qui fonde l'identité du projet et c'est ce qui va attirer ou pas, d'ailleurs, les personnes qui vont intégrer le projet. Donc avec le groupe noyau, on commence toujours par cette phase-là d'émergence de groupe et de valeurs et on leur donne des outils pour écrire donc une charte, la charte de vie. Et d'ailleurs, ils en ont écrit une assez jolie sur la durée où ils ont pris chaque lettre, en fait, L, A, etc. Bon, bref, c'était assez joli, c'est comme une sorte de poème ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est vraiment la charte des valeurs. Donc on commence par ça. Ensuite, on travaille sur la programmation des espaces partagés. Donc on a des ateliers en fait pour dire bon on a tant de mètres carrés, où est-ce que vous voulez mettre la salle commune, qu'est-ce que vous voulez faire comme usage, on part toujours des usages. Ensuite on continue, on est dans la co-conception, on a aussi nos ateliers sur la gouvernance
Et après vient la période en fait du dossier des consultations aux entreprises où il y a quelquefois des ateliers à faire pour dire un petit peu les prix, comment ça sort, est-ce qu'il y a des ajustements, merci, à faire sur le projet, etc. Donc il y a ces ateliers. Et puis il y a les ateliers en fait qui suivent sur justement l'ASL, le règlement de copropriété, expliquer toutes ces choses-là. Donc vous voyez, en fait, on alterne entre de la gouvernance, de la programmation, de la co-conception, du juridique, pour essayer de donner un petit peu tous les outils, en fait. C'est notre rôle. Non, pas dans ce projet. Dans ce projet, on est parti d'une esquisse avec un architecte. Et l'architecte est l'aménageur de l'opération. Donc sur ce projet, l'architecte n'a pas été choisi par les habitants. Une dernière question? Oui. Tout à l'heure, je vous ai entendu, enfin je ne savais pas, je vous ai entendu parler de coopérative d'habitants ou coopérative d'habitation. Il y a une différence? Alors là, c'est un autre atelier. Oui, il y a une différence, pardon. Tu veux lui répondre demain? On en reparle, enfin si vous voulez, on en parle après, parce que je vois qu'il est déjà 15h28, mais si vous voulez, on en parle après. On va prendre une ou deux questions. Oui, juste savoir, mais y compris dans la salle, si quelqu'un a l'expérience de voitures et vélos partagés aussi. Est-ce que c'est une structure juridique à part? Est-ce que c'est juste la bonne entente des habitants? Voilà, est-ce que vous avez des choses à partager là-dessus? Peut-être vous pour commencer, parce que vous avez des expériences. Alors sur l'Azuré, ils ont décidé de mettre en place un système qui s'appelle Mobilis, je crois. C'est du partage, c'est de l'autopartage entre particuliers. Du même quartier. Donc on peut choisir sa communauté en fait de partage. Et c'est avec une application qui est assez facile apparemment. Et on a aussi la chance à La Rochelle d'avoir Cities qui est extrêmement développé. Donc en fait, on peut aussi louer une voiture à l'heure, à la demi-heure, un peu comme les vélos, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup sur La Rochelle depuis très longtemps, comme les vélos. Et ça reste une attente de certains qui veulent complètement laisser tomber leur voiture. Donc il y en a qui sont venus vraiment avec cette problématique. Je ne veux plus avoir de voiture. Voilà, exactement. Moi, je suis dans un projet d'habitat en location. Et donc, forcément, la question de savoir qui finance l'accompagnement, l'accompagnateur, se pose. C'est les promoteurs et les bailleurs. L'accompagnement, et nous, alors dans nos budgets, quand on sait qu'on fait l'habitat participatif, on a une ligne à Catrio pour ce projet-là. Et puis, c'est forcément pris en compte par le bailleur dans le cadre de la construction. Est-ce que tu voulais conclure, en fait? Est-ce que tu t'es fait tout un truc de conclusion? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. On ne peut pas faire mieux. Donc, merci à tous.